pas existé à l'époque, ça aurait fait un entretien d'embauche assez fameux. C'est quelques pistons dans votre vie, puisque votre père était lui aussi à l'Humanité, et vous étiez ami avec le fils de Georges Marchais, l'ancien secrétaire général du Parti communiste français. Vous êtes de sympathie quand même, mais avec 3 fois moins d'attention de vote pour l'instant, comme quoi les Français préfèrent. Et donc en faisant ce pas-là, il y a d'un côté le besoin d'apporter de l'aide au peuple ukrainien qui aujourd'hui résiste contre l'invasion russe. Il y a aussi Mais est-ce que 450 millions c'est suffisant pour venir en aide à l'Ukraine? Mais aujourd'hui, je pense que tout doit être mis en œuvre d'abord pour obtenir un cessez-le-feu. La priorité, c'est d'accueillir les réfugiés, mais surtout d'obtenir un cessez-le-feu, d'être aux côtés des Ukrainiens pour leur apporter la solidarité la plus forte face à cette invasion, mais d'obtenir un cessez-le-feu. Nous devons tout faire pour éviter l'embrasement du conflit. Et réunir 450 millions pour aider au niveau militaire l'Ukraine, c'est vraiment la meilleure solution pour obtenir un cessez-le-feu? C'est la question que nous devons ensemble avoir. Je vais rencontrer d'ailleurs cet après-midi le Premier ministre pour regarder quelle offre de paix la France peut faire, l'Union européenne peut faire pour faire en sorte que l'ensemble des protagonistes, y compris les pays d'Europe, puissent se retrouver autour d'une table pour trouver les moyens rapides, urgents d'un cessez-le-feu et d'obtenir un accord de sécurité globale pour l'ensemble des pays d'Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Est-ce que la diplomatie, elle suffit vraiment? On a vu Emmanuel Macron essayer de discuter avec Vladimir Poutine, ça n'a pas porté ses fruits. Comment, là, pourquoi ça marcherait Mais de toute façon, c'est ou la diplomatie ou la guerre. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, des puissances détentrices de l'arme nucléaire se trouvent en face les uns des autres, avec une arme nucléaire qui n'est plus un tabou. Sur une région du monde où la concentration d'armement n'a jamais été aussi importante. Et donc, où nous mettons tous nos moyens, toutes nos forces dans la diplomatie pour obtenir un cessez-le-feu et le retrait des troupes de l'Ukraine, pour faire respecter l'intégrité des frontières de l'Ukraine, où nous nous engageons dans un conflit qui risque d'être une guerre mondiale impliquant des puissances nucléaires, ce qui met en cause l'avenir même de l'humanité. Donc il faut bien mesurer l'extrême gravité de la situation. Et réunir 450 millions pour aider militairement l'Ukraine, on se dirige plus vers une guerre justement avec cette région. C'est bien la raison pour laquelle je vous dis que la nécessité aujourd'hui, l'urgence est de faire confiance à la force de la diplomatie plutôt qu'à la diplomatie de la force. Faire confiance à la force de la diplomatie, aux sanctions politiques, économiques même, que nous devons faire peser sur les dirigeants russes, faire en sorte que cet après-midi, l'ensemble de la communauté internationale qui va se réunir à l'ONU, c'est l'Assemblée Générale de l'ONU qui est enfin convoquée, pour que l'ensemble de la communauté internationale mette au banc la Russie et le gouvernement, le dirigeant Poutine, pour qu'il y ait une seule voix qui s'exprime de l'ensemble de la communauté internationale pour appeler au cessez-le-feu et au retrait des troupes. Il faut vraiment déployer tous les moyens politiques, économiques, diplomatiques pour obtenir ce retrait et mettre au banc la Russie et faire en sorte d'éviter l'embrasement du conflit et l'extension du conflit à l'ensemble des pays d'Europe et donc à l'ensemble des pays de l'OTAN derrière. Est-ce que l'Europe est véritablement assez unie pour faire face à la Russie, Fabien Roussel? C'est aujourd'hui, je pense, que nous avons une unité quand même grande au sein des pays de l'Union européenne au moins, puisque cette décision de déployer un budget et des armes en soutien à l'Ukraine en est un signe. Mais pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir une unité de l'ensemble des pays de l'Union européenne pour ne pas participer à l'escalade guerrière. Cette unité, on arrive à l'avoir aujourd'hui? Pour l'instant, tout le monde n'est pas sur la même position, et c'est pour cela que la voix de la France sera importante pour qu'il y ait une ambition commune à obtenir la désescalade. Il ne faut pas en rajouter, puisque participer à cette escalade guerrière, ça veut dire se poser la question jusqu'où tout cela va-t-il nous conduire? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? C'est ça l'enjeu. On voit bien qu'en face, il y a un président russe totalitaire,
qui exerce un pouvoir de manière isolée, qui est complice des forces d'extrême droite européennes d'ailleurs. Et lui va jouer l'escalade militaire. Lui va tout faire pour que l'ensemble des pays de l'OTAN s'engagent de ce conflit. La question que nous devons nous poser, nous, c'est jusqu'où sommes-nous prêts à aller justement et éviter l'embrasement et la généralisation du conflit. Autre point important dans cette question, le soutien de la France pour l'exclusion de la Russie du réseau SWIFT, un système de messagerie interbancaire essentiel utilisé par le monde de la finance à travers le globe. Une telle opération serait vue comme une bombe nucléaire financière d'après certains. Vous y êtes favorable? Oui, j'y suis favorable dans le sens où cela fait peser des sanctions économiques fortes sur les dirigeants russes. Je sais aussi que ceux qui vont subir les conséquences, c'est le peuple russe. C'est pour ça qu'il faut tout de suite arriver à une solution négociée. C'est pour ça que j'en appelle aussi au peuple russe et à ces manifestants qui appellent à la paix et qui sont sévèrement réprimés aujourd'hui dans plusieurs capitales russes, ce qui est extrêmement grave. Et ça pose aussi une question, c'est celle de la souveraineté alimentaire et énergétique des pays d'Europe. C'est une question que nous posons ici. Comment nous allons éviter, nous, d'en subir les conséquences avec la... Mais là, si on écoute quelques pays du nord de l'Europe, si on écoute éventuellement même certains, les Américains, ils seraient plutôt ils seraient prêts à mettre des marques plutôt qu'à maintenir notre schéma d'AOP. Comme ça, nous, on bagarre pour garder ce schéma des AOP, puisqu'on a des territoires, s'il n'y a plus d'AOP, demain, il n'y aura plus de produits économiques. Et ça, c'est quand même une richesse, pas uniquement d'avoir des fromages, c'est une richesse aussi en termes d'emploi dans les territoires. Parce que la filière, c'est derrière de l'emploi dans les territoires. Les fruitières que l'on a dans les Savoies ou dans le comté, s'il n'y a plus ces fruitières, c'est des valorisations en moins et c'est tout un tissu local qui ne sera plus là. Ça sera des pistes de neige qui sont plus entretenues avec des vaches de pâturage. C'est ce qu'on a discuté là juste avant, sur les élevages de massifs qui ont un rôle important sur l'entretien de ces massifs et pour toute l'économie qui se développe. Et donc c'est déterminant. Et la captation du carbone par ces prairies. Et je le défends depuis le début. Si j'ai mis les pieds dans le plat. Ça capte du carbone, ça entretient. Et donc c'est essentiel. J'ai développé aussi le principe d'un qui va permettre d'inciter nos enfants à manger à la cantine et à manger des produits locaux pour les éduquer. Fil en fil, on est attendu. Attends, là-bas, viens. Viens, attends. C'est incroyable, c'est comme une balle Bosch qui est sortie. Et on va larguer Jean-Paul. Voilà, ils sont obligés de la retenir. Il sac là, il a été... Ah ouais, vraiment, qu'est-ce que c'est là? Il a été dopé, il s'est trompé d'alimentation ce matin. Et je crois que dans la fraise de veau qu'on a mangée à 8h30, elle devait être chargée. Vous avez mangé quoi? Une fraise de veau. C'est vrai? Bah ouais. Bon alors on va où? On va prendre sur la droite là. Au port en face. Aïe aïe, oh bah merci. Excusez-moi, laissez passer. Arrête. Ça va là, vous, les paparazzi là, c'est bon? Allez, on y va? Par là? Ouais. Tiens. Ouais, c'est trop vite. Alors, ici, on a vu les salaires déjà. Ici, ce sont les Vosgiennes là. On a vu les... Vosgiennes, c'est pas mal. Il est où le chef? On va du côté des... On a vu les salaires. Vous avez pas vu les chavrolaises? On a vu les blancs-bleus. On peut pas toutes les faire. Et vous avez vu les boutons? Vous avez vu les Texels? Non. Non, pas encore. Attention. Attention. Le faux. Oui, c'est mercredi. C'est nous qui allons récompenser. Là, ce sont les rouges des prés. Non, ça c'est pas de chez Regarde, lui. je vais faire un selfie. Il est où Dédé? On doit aller là-bas. Attention. Bonjour. Et on doit aller
À Inaport, juste là. On doit aller où? À Inaport, l'interprofession de la filière porcine. Ah oui, c'est vrai. On va devenir Cotentin. Là-bas. Il est où, Jean-Paul? Il est où, Jean-Paul? Viens, Jean-Paul. Ça y est, j'assure ton service d'ordre, il n'y a pas de Ouais, problème. regarde. Bonjour mesdames, vous faites pas marcher dessus. Ouais, madame. On est désolé, vous savez. Avancez. Non, non. Non. Ceux de derrière. Qu'est-ce qu'ils ont? Donc là, c'est la limousine. Limousine, ouais. Vous êtes sûr? C'est la limousine. Ah oui, c'est écrit. C'est comme le port-salut. Inaport, c'est là qu'on va. On va voir la filière porcine, ça c'est important. Il souffre particulièrement en ce moment. Ouais. C'est là? Oui, c'est juste ici. Allez, bonjour. Bonjour. Choisir à la filière porc de rentrer, mais qu'est-ce que vous leur disiez? J'ai dit à la filière porc que nous étions totalement solidaires d'eux. Et ils m'ont fait part de la concurrence déloyale, exercée notamment par la filière porcine espagnole, où les conditions de travail ne sont pas du tout les mêmes qu'en France, avec notamment l'usage des auto-entrepreneurs en Espagne, dans la transformation, qui exercent une concurrence déloyale insupportable sur les producteurs de porc français. Et donc, j'ai dit que j'allais intervenir tout de suite auprès de la ministre du Travail espagnole que je connais, Yolanda Díaz, pour lui dire qu'il est urgent de faire des contrôles dans les abattoirs de porc en Espagne et de faire respecter des normes sociales les mêmes qu'en France. Et c'est dans l'intérêt des travailleurs espagnols, comme des travailleurs français. Le dumping social sur le porc, ça peut être intéressant auprès de la ministre espagnole qui est quand même Mais c'est bien la raison pour laquelle je vais l'interpeller pour lui dire. Et le fait que nous nous connaissons, j'espère que le message passera plus facilement. Bon, voilà. C'est bien. Ça, c'est dit. On va soutenir notre filière porcine. Ouais, Bonjour. très bien. Alors là, on va... C'est où? Ah, label rouge. C'est justement mon label. Attention, sur la gauche, il y a des gens qui sont... C'est mon label. C'est lui qui... Attention aux gens. Attention aux gens, regardez, il y a des petits. Ouais. On va aller doucement pour pas... On va faire doucement pour pas marcher. Ouais. Ah ouais, parce qu'il y a des gens. Mais justement, est-ce que la Sécu, elle peut pas faire en sorte de protéger justement les gens? Non, mais pas être derrière moi, derrière les caméras. Il y en a qu'un, les autres ils sont devant. Type. D'accord. Alors... Bonjour. Bonjour. Ah, on monte. Vous arrêtez. Ouais, ça, quand on travaille avec Fabien. Intéressant la filière porcine. Tu vois, on avait pas cette info là. En fait, comme ils n'exportent plus en Espagne, ils exportent en Europe et ils assurent ici en Chine. En Chine. Ils n'exportent plus en Chine. On va où là maintenant? En Brasseur. Attention. Attention, il y a un petit. Voilà, on va faire un peu ce qu'il faut pour pas écraser les gens quand même. Pas doucement, tu peux toi ça. Voilà. Et allez, bonjour. Attention de ne pas tomber les camarades. Eh ben regarde, on va prendre l'escalier. Les sportifs. Pour éliminer le... Ouais, t'es sportif. C'est vrai que l'escalator ne marche pas. Ça va? Alors, C'est pas ça qui va manquer. non, je sais. Alors, ça va? Donc là, c'est quoi maintenant?
désolé d'être en retard. Des produits français. Il y a eu un suicide en gare de Fontainebleau et le train 2h30 de retard, bloqué. J'ai nous chercher, j'étais là. Mais non. J'ai dit, il va faire une gueule, c'est une grosse part. Mais non. Mais t'aurais pu le dire. Et ah ben, je l'ai dit, je t'ai envoyé des messages. Mais toi, Oui. ouais, mais tu réponds plus, toi, à partir d'un moment. Non, lui. Non, j'ai envoyé des textos. Et vous savez comment je suis venu ici? Non. Il y avait 2 gars de la coordination rurale qui montaient et on a pris un Uber dans une petite gare. Là-bas. Là-bas. À droite. La France des vins. Tu permets que je dise bonjour à la France des vins, quand même? Je ne peux pas ne pas m'arrêter. Vous ne pouvez pas ne pas vous arrêter. Comment allez-vous? Je boirai du lait le jour où les vaches mangeront du raisin. Ça, c'est bien, Jean C'est Gabin. bien ça. Petit-fils de Jean Gabin, oui. Voilà ça. Est-ce que vous voulez déguster quelque chose? Ouais, Ah, on ne allez. peut pas ne pas refuser. Hein? Un verre. Un verre. Un verre, c'est obligatoire. Et c'est obligatoire en plus. C'est obligatoire. Un seul. Bonjour, Vous voyez? madame. Regardez, moi juste faire un petit exemple, c'est simple. Je ne peux pas faire la promotion Non. de nos produits Et ne pas les et ne déguster. pas en même temps les Écoutez. déguster. Alors, Ah, vous êtes levé à quelle heure ce matin? à 6h. 6h. Il est temps de déguster. 3 heures après votre réveil, votre palais est À prêt pour la 8h30, dégustation. j'ai déjà mangé de la fraise de veau. Voilà. C'est écoutez, c'est une très belle bulle. On fait des bulles Avec partout un en vin France. blanc. Un vin blanc. Après déguster quelques fromages AOP de chez nous avec un vin rouge. Très mauvaise idée. Les vins blancs, ça se déguste toujours avec le fromage. Eh ben oui. Voilà, ben oui. D'accord. Mais en France, on a des habitudes comme ça qu'il faut un petit peu changer. grenade Là, vous dégustez une jolie avec bulle. un Sancerre. On la déguste à l'aveugle. Parce qu'on aime bien déguster à l'aveugle ici, on n'est pas des buveurs d'étiquettes. Et on fait des bulles partout en France. La bulle que l'on connaît tous, c'est le champagne. C'est bon ça? Il est bon. C'est bon? Fine bulle. C'est une fine bulle. Fine bulle. En fait, on ne peut pas faire la différence entre un champagne et un crément parce que c'est toujours des méthodes traditionnelles. Mais par contre, là, la bulle est très fine. Et elle vient d'une région. On va faire à l'aveugle. On va voir si M. Roussel est con. Je vais vous donner 2 indices. C'est l'une des 2 plus grandes régions productrices de vin en France. C'est pas la Champagne, hein. Bah non. Bah c'est tout. C'est ou le Bordeaux ou... C'est une région de France qui Provence. C'est une région de France qui a un classement des crus classés sous Napoléon III en 1855. Non mais j'ai séché ce cours-là aussi. Ah bah oui. Et Bordeaux. Et c'est Bordeaux. Bravo. On peut l'applaudir quand même, bravo, parce que c'est quand même pas évident. Voilà. Allez. Je vous souhaite un excellent salon en tout cas. Et puis, et beaucoup de courage et plein de succès. Merci beaucoup. Merci Bon beaucoup. courage à vous. Merci beaucoup. Messieurs, là, merci beaucoup. Bordeaux. Et alors? C'était pas prévu, hein. Je vous assure, c'était pas Fine prévu. bulle. Fine boule. Fine bulle pour des bonnes filles. Des bonnes filles. La réussite. Attention aux gens. Va doucement, Fabien, parce qu'il y a qui bouscule tous les gens. Fabien. Ouais, t'as le soin. Il ne sait pas faire C'est l'avant-garde. Ouais, va doucement. Village Semence, cidre de France. On passe à la bière ou pas? Oui, on y va. Là, on La y va. bière. Alors là, Le cidre. Je passe à la bière d'abord. Le cidre après. D'accord, tout à l'heure, merci. On on passera va y Dédé. passer parce que... Attention. Rassurez-vous, c'est pas Zemmour. La bière. Attention, 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 monsieur Attention, dame. attention, monsieur, dame. On vous protège. On vous protège. On vous protège. Ah, c'est là. Brasserie. Regarde. Il faut faire attention au bébé. Intercéréales. Alors tu me disais que le président des brasseurs est devenu aujourd'hui le président La fête de France. directeur De l'intercéréales, je crois. C'est là les brasseurs de France. C'est pas Ouais, brasseur. ça- Il Ça vient ensemble. Attention. On va le voir. Attention. Attention. On va doucement. On va doucement. Ça n'arrête pas, il faut le savoir, ça n'arrête pas du tout. Bonjour monsieur, dame. Bonjour, attention, monsieur, dame. On va au brasseur. Et où ici? On va au brasseur. Bonjour. Ah oui, non mais il y a quelqu'un qui... Attendez, on vous laisse. Essayez de vous extirper, madame, parce que là, vous allez vous faire... Ça va aller. C'est vous, s'il vous plaît. Je comprends pas. J'ai pas compris ce que vous me disiez en fait. Bonjour mesdames. Bonjour, mesdames. Ça va bien? Très bien, merci.
Allez, vas-y, Fab. Bonjour monsieur, ça va? Bonjour, bienvenue Magali Philu, déléguée de Saint-Denis. On est ravis de vous accueillir. Enfin dans le temple de la Enchanté, très bien. Bonjour, Magali Philu, Brasseur de France. Ça va mon ami? S'il vous plaît. Il y a un point presse là. Il y a une caméra dedans, on rentre tous ensemble. Bon, vous pouvez pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, allez, je vais trouver le moyen, mais vous avec son ami, mais ça On va trinquer quand même. Allez, Fabien, c'est à toi là. Hein. Pardon, oui, mais je voudrais voir les brasseurs. On va les voir après. Les brasseurs. Ah, c'est ici la conférence de presse? Ah, c'est pas une rencontre avec les brasseurs? On va poser les On la tienne. On respecte un peu le... Pour que tout le monde puisse Timing. avoir accès Qu'est-ce que c'est aux- comme bière que tu nous as servi là? Tu as pas pris Alsacienne. une bière, toi? Parce que c'est Jacques qui l'a servi. Faut une petite bière. Qu'est-ce que c'est comme bière que nous offre? Ah oui, D'accord. elle est bonne. Allez, donne ton Alors tu vas essayer de commenter. Attends. Attention, elle est comme ça. On va pas me mettre un coup de coude. Une minute, hein. On respire. On respire. Bon allez, on va pas faire la conf de presse avec ça sous le nez quand même. On leur laisse un peu de place. Fabien, mets-toi ça. On passe à côté. Ouais, non, on va enlever ça pour parler. Bah, mets-le là. Ouais, ouais. Ah Allez. bah, moi je garde mon verre. Hein. Non, il a... Bien. Alors, on est prêt? Ouais. On y va? T'as gardé ton verre, Dédé, toi? Bon, je vais dire un mot tout de suite pour dire l'importance qu'il y avait pour moi de venir ici au Salon de l'Agriculture avec une délégation de parlementaires que vous connaissez, Jean-Paul Dufresne de l'Allier, Katia Pourceau, sénatrice du Pas-de-Calais, André Chassaigne, notre grand chef à tous. C'était important de venir ici pour apporter tout notre soutien aux différentes filières. J'ai eu l'occasion d'en parler dans la campagne et de dire combien c'était important pour nous, dans la France des jours heureux, de pouvoir investir dans une filière française, dans de l'élevage français et d'avoir les mêmes exigences dans nos importations que celles que l'on a vis-à-vis de nos producteurs français. Et c'est pour ça que je tenais à être là, pour leur apporter tout notre soutien et leur dire que dans la France des jours heureux, ils auront non seulement toute leur place, mais notre objectif, c'est de défendre notre souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire des Français et des tarifs accessibles, garantissant des prix rémunérateurs pour les agriculteurs, mais aussi pour les consommateurs. C'est donc tout l'enjeu de la révolution à faire dans ce domaine, et c'est pour ça que nous sommes là. Il y a aussi la crise qui se passe en ce moment avec cette guerre aux frontières de l'Europe. Pour cette raison, mon déplacement va être écourté de moitié et je quitterai le salon à 14 h au lieu de le quitter ce soir pour pouvoir assister à la rencontre avec le Premier ministre cet après-midi. La situation est préoccupante, mais justement, de pouvoir venir ici, au Salon de l'Agriculture, c'est aussi l'occasion pour moi de demander solennellement à ce que la France puisse rapidement, pour parler de souveraineté alimentaire, et quand on voit la hausse des prix que cette guerre peut provoquer dans notre pays et en Europe, je demande à ce que le président de la République, le gouvernement, engage rapidement une conférence nationale avec l'ensemble de la filière céréalière afin d'assurer une sécurité des prix en matière de céréales, mais aussi une sécurité des prix pour l'alimentation du bétail, puisque ce conflit, cette guerre aux portes de l'Europe a déjà des conséquences fortes sur les prix du blé et des produits dérivés du blé. Le scandale derrière ça, c'est que les matières premières agricoles, comme le blé ou le maïs, deviennent des actifs financiers sur lesquels des banques, des fonds d'investissement font le choix de spéculer. La guerre provoque un choc de l'offre et de la demande et certains veulent en profiter pour gagner de l'argent sur la hausse des cours du blé. C'est scandaleux. Nous sommes
le premier pays exportateur en France, dans l'Union européenne, en matière de blé. Nous avons donc les moyens d'assurer la sécurité alimentaire et de garantir des prix pour l'alimentation en France, mais aussi pour l'alimentation du bétail. C'est donc un enjeu très important. Voilà ce que je voulais vous dire concernant spécifiquement le salon de l'agriculture. Mais je peux maintenant répondre à d'autres questions, y compris sur le conflit. Et qu'est-ce que vous direz à votre disposition? Qu'est-ce que vous direz au Premier ministre cet après-midi, justement, à ce propos-là? Alors, quelle position vous défendrez? La rencontre que nous avons avec... je peux le mettre là si vous voulez. Ouais, ce sera plus simple. La rencontre que nous allons avoir avec le Premier ministre cet après-midi doit être l'occasion, d'abord, d'avoir les informations concernant la réalité de la situation et de ce que la France prend comme initiative aujourd'hui. Pour ma part, d'abord, je veux dire que en aucune manière, il s'agira pour moi de faire de la politique politicienne. La situation est suffisamment grave et dangereuse pour que on sache parler chacun avec mesure, sans excès et sans fragiliser la position de la France. Je tiens à le dire parce que c'est important. Et pour ma part, il n'y aura aucune intervention politicienne liée aux élections. Ensuite, je souhaite savoir quelles initiatives la France a pris pour pouvoir obtenir un cessez-le-feu, une porte ouverte vers le dialogue. Et je demanderai pour ma part à ce que la France puisse prendre justement toutes les mesures permettant d'obtenir le dialogue pour aller vers un cessez-le-feu le plus rapide possible. C'est ça l'urgence. Mon inquiétude, celle des Français que je rencontre, c'est que le conflit s'élargisse. Nous sommes en face, pour la première fois depuis les 2 précédentes guerres mondiales, à des puissances qui s'affrontent et qui détiennent l'arme nucléaire, avec des puissances qui ont décidé d'activer l'arme nucléaire et n'en font plus un tabou. C'est donc particulièrement grave pour l'avenir de l'humanité. Personne ne souhaite l'escalade. Tant mieux, même si quelques va-t-en-guerre y incitent. Mais ce n'est pas le tout de le dire que personne ne souhaite l'escalade. Il faut véritablement tout faire, produire tous les gestes pour ne pas mettre un doigt de plus dans l'engrenage guerrier. Et donc, je souhaite vraiment que la France, et la voix singulière qu'elle peut porter dans ce contexte, soit celle qui permettra tout processus vers la désescalade et vers le dialogue. Il faut réussir à le faire. Et puis je souhaite que la France, bien sûr, apporte toute sa solidarité au peuple ukrainien, que l'on puisse accueillir, et chaque pays de l'Union européenne puisse accueillir les réfugiés qui fuient la guerre. Nous devons prendre toutes les mesures diplomatiques, politiques, y compris économiques, pour peser contre le président Poutine et lui faire entendre raison. L'Assemblée générale qui va se tenir de l'ONU cet après-midi doit être l'occasion pour que l'ensemble des nations du monde, à l'unanimité, condamnent fermement le président Poutine pour le mettre au banc de la communauté internationale et obtenir de lui qu'il retire ses troupes, qu'il cesse de faire parler les armes. C'est ça l'urgence et notre priorité à nous, c'est de réussir à obtenir le cessez-le-feu le plus rapide, à protéger le territoire ukrainien et son intégrité et à faire en sorte que le cessez-le-feu intervienne le plus rapidement possible. Est-ce que cela change votre vision géostratégique, géopolitique? Est-ce qu'il faut intégrer au plus rapidement certains États, notamment la Géorgie ou la Moldavie, véritablement dans l'Europe? Et la question de l'OTAN, est-ce que vous avez changé d'avis aussi? Je n'ai pas changé d'avis dans la mesure où, déjà en novembre 2019, j'interpellais le gouvernement par rapport au conflit ukrainien pour demander à ce qu'il y ait une conférence de l'ensemble des pays d'Europe, la quarantaine de pays de l'Atlantique à l'Oural, qui doivent travailler ensemble à des garanties de sécurité collective, à des mesures de règlement des conflits. Et donc nous demandions déjà cela en 2019 et nous le demandons encore aujourd'hui. Il est important de réussir à mettre les 40 pays du continent européen autour d'une même table pour trouver ensemble des garanties de sécurité et des modes de résolution des conflits.
Est-ce que l'OTAN est une bonne organisation pour cela? Sincèrement, je vais vous dire qu'aujourd'hui, ni l'OTAN, ni l'ONU, ni le G7, ni le G20 sont en passe de... Ils sont tous en échec. Et donc, on arrive au bout de ces instances qui n'ont pas réussi à faire vivre le multilatéralisme. Ils n'ont pas réussi à faire vivre le respect du droit international. Ils n'ont pas réussi à faire vivre des dizaines de résolutions adoptées à l'ONU et jamais appliquées, que ce soit dans beaucoup de conflits à travers le monde. Et donc nous devons remettre sur la table les principes de sécurité collective et d'organisation internationale qui font respecter le droit international et le multilatéralisme, qui a été bafoué par beaucoup d'autres. Mais j'irai pas plus loin, parce que mon sujet n'est pas de pointer les responsabilités des uns ou des autres. Parce que quand la guerre sera là, on aura des décennies pour chercher qui est responsable, mais ce sera trop tard. Mon sujet, c'est pas de pointer les responsabilités. Le premier responsable, aujourd'hui, c'est Poutine. Et comment on fait pour négocier avec M. Poutine en ce moment? C'est d'abord de lui mettre la plus grosse pression politique, diplomatique, économique, y compris avec la sortie du réseau SWIFT. Pour le moment, ça n'a pas l'air de fonctionner. Mais on n'a pas tout essayé et tout n'est pas encore complètement mis en œuvre. Et donc, il faut tout mettre en œuvre pour donner toute sa force à la diplomatie, aux voies politiques, à l'union des concerts du monde. Tout le monde, toutes les nations doivent mettre la pression sur la Russie et mettre au banc les dirigeants russes de la communauté internationale. Il faut véritablement créer un mouvement. Je pense aussi que les peuples ont un rôle à jouer. Et l'ensemble des manifestations en France, en Allemagne, à Moscou, sont importantes. Nous devons tendre la main à tous ces peuples qui aujourd'hui veulent la paix et montrer que tous les cœurs du monde veulent battre au même rythme celui de la paix et d'un cessez-le-feu. C'est ça l'important aujourd'hui, c'est de montrer que Poutine devient un paria de l'humanité. Et il faut lui mettre cette pression-là la plus forte pour qu'il se rende compte que tout ne se passe pas comme il l'avait peut-être prévu. Pour éviter un embrasement généralisé du conflit, pour éviter une troisième guerre mondiale, parce qu'on est au bord, si on n'enraye pas l'escalade guerrière. Sur la politique nationale, le président de la République a déclaré sa candidature, il y a un exil qui est prévu en fin de semaine à Marseille. Est-ce que ça change quelque chose pour vous dans votre collège de conseil? Ce qui change pour nous, pour chacun d'entre nous, c'est d'aborder avec beaucoup de franchise et de sincérité cette question de menace aux portes de l'Europe, ce risque de guerre, parce que cette élection présidentielle va aussi choisir celui qui aura à conduire la politique étrangère de la France. Et donc nous devons chacun pouvoir dire quel est notre projet et la manière dont nous entendons impliquer la France dans ce conflit. Il y a ceux qui sont va-t-en-guerre, complices de Poutine, et ceux qui veulent que la France prenne toute sa place pour solidifier l'Europe, unir l'Europe en direction d'un accord de sécurité collectif, vers le dialogue et vers le cessez-le-feu. C'est important. Et il faut que les Français puissent choisir en conséquence et en connaissance de cause. Du coup, est-ce qu'on peut faire plusieurs campagnes sur les thématiques nationales alors que la guerre fait les thématiques nationales, vous l'avez entendu, et j'en suis pour quelque chose, c'est quand même de parler de la vie chère, du pouvoir d'achat, de pouvoir vivre de son travail. Et vous voyez bien qu'avec ce conflit aux portes de l'Europe, la question de la souveraineté énergétique et des factures de gaz et d'électricité, d'essence, la question alimentaire avec les factures de l'alimentation, ces questions, elles sont et au cœur des préoccupations des Français et au cœur de ce conflit européen. C'est bien pour ça que nous disons, nous, que la défense de la souveraineté française en matière énergétique et alimentaire, elle est déterminante. Oui, nous avons besoin d'investir dans la production d'énergie nucléaire, ne plus dépendre du gaz russe. C'est une priorité en Europe, c'est une priorité en France. Ne pas dépendre non plus des gaz de schiste américains qui veulent profiter de cette situation pour vendre
ce gaz de schiste qui est interdit en France et qui détruit la planète. Et donc la question énergétique, la question de souveraineté en matière énergétique comme en matière alimentaire, elle est aussi déterminante. Donc parlons-en de tout ça. Il est important que les Français sachent demain quel sera le président de la République qui s'engage sur ces sujets. Et moi je veux m'y engager clairement. Oui, il est possible de défendre notre souveraineté énergétique et notre souveraineté alimentaire et d'être la voie de la paix aujourd'hui pour obtenir un cessez-le-feu immédiat et mettre la plus grosse pression sur Poutine sans élargir le conflit. Emmanuel Macron va sûrement poser sa candidature dans les jours qui viennent. Est-ce que cela va un peu clarifier cette campagne ? Bien sûr, on a besoin de savoir avec qui demain les Français vont avoir le choix, mais surtout il est important pour le président de la République sortant, le candidat Macron, non pas tant de parler de son bilan, les Français le connaissent, ils n'ont jamais vu leur pouvoir d'achat autant attaqué. La question c'est de savoir s'il était réélu, ce qu'il entendrait faire, lui, en matière justement de salaire, de retraite et de conditions de vie. Est-ce qu'il entend protéger le pouvoir d'achat des Français, y compris dans cette période de crise? Et par quels moyens? Et donc ces questions-là, les Français doivent savoir et être au courant. Et donc j'espère que nous aurons le temps, avec un temps de parole équitable, de présenter chacun notre projet. Je pense que la question, et je vous le dis sincèrement, pour moi, n'est pas tant d'attaquer chaque candidat, mais de pouvoir présenter notre projet aux Français et que les Français aient le choix. Je pense que c'est ça, pouvoir redonner ces lettres de noblesse à la politique, ne pas être dans l'invective et de laisser le choix aux Français de choisir chaque projet. De ce point de vue-là, vous pensez que la vie démocratique s'est arrêtée depuis le début de cette guerre Qu'est-ce que vous mettez derrière la vie démocratique? Moi, les Français sont inquiets aujourd'hui. Les Français sont inquiets de savoir est-ce que cette guerre va se développer? Est-ce que nos enfants, demain, vont être appelés? Est-ce que la menace nucléaire est réelle et jusqu'à quel point? Et donc, il est important aussi de pouvoir dire quel rôle la France veut jouer là-dedans et le fait que la France ne souhaite pas un embrasement du conflit. Parce que jusqu'où cela va-t-il nous mener? C'est ça la question que moi je veux poser. Et je ne souhaite pas que l'escalade guerrière nous mène vers un conflit mondial avec la menace de l'utilisation de l'arme nucléaire. Poutine est dangereux, il est prêt à tout. Et donc nous devons tout faire pour l'enfermer, l'isoler et empêcher l'embrasement du conflit. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Alors, retirons-lui le tapis sous les pieds en permettant aujourd'hui d'avoir un espace de dialogue avec lui et en lui disant il n'y aura pas de conflit mondial. Il y aura des sanctions économiques, il y aura des sanctions diplomatiques, politiques, il n'y aura plus de compétition sportive, il n'y aura plus de manifestations culturelles. L'ensemble des peuples sont unis pour dire stop à Poutine. Ça, c'est important. Est-ce que vous sentez une inquiétude particulière chez les agriculteurs? Vous parlez d'inquiétude. Oui, il y a de grosses inquiétudes de la part des agriculteurs parce qu'ils sont aujourd'hui sous la menace d'une forte hausse des prix et de l'énergie et des céréales. Et donc ça va renchérir le coût des élevages, de la production du lait, de la production de produits alimentaires du quotidien, les pâtes, le pain, les galettes, etc. Et donc il est vraiment important que la France puisse prendre une initiative à l'échelle française comme à l'échelle européenne pour protéger l'alimentation et la souveraineté alimentaire. J'ai eu l'occasion d'en dire un mot au ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, en lui disant que j'allais faire cette proposition-là, que la France tienne une conférence sur l'avenir de l'agriculture et surtout des céréales, qui sont en train dont les prix sont en train d'augmenter fortement. Et donc j'espère être entendu, mais il y a une urgence parce que les agriculteurs sont inquiets, les Français sont inquiets. Et donc il faut pouvoir leur apporter des garanties. La France est le premier exportateur de blé en Europe, dans l'Union européenne. L'Ukraine est le premier exportateur de blé avec la Russie au monde. Et donc, bien sûr que tout cela va avoir des conséquences. Donc il faut pouvoir protéger le marché, il faut pouvoir être solidaire entre nous, il faut pouvoir sortir les céréales de la spéculation en temps de guerre. En temps de guerre, il ne peut pas y avoir de spéculation sur la base des produits alimentaires. Des fois, les fauteurs de guerre et les profiteurs de guerre sont les mêmes. Hein. Donc il faut pouvoir dire stop à ça. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.
Très bien. Très bien. Je sais que c'est compliqué. Je veux bien me réhydrater. C'est vous la directrice. Oui, c'est lui. Je veux bien que vous proposiez un verre de bière aux travailleurs de l'image qui font la bière. Ah ouais, une petite bière. Bah, c'est ce qu'il vient de proposer. Maxime, c'est bien chez moi. Ah bah. Je me souviens de ce débat. Non, non. Je dois aller voir. C'est très bien ton discours. Très bien. On va trinquer, allez-y. J'ai pas entendu. Allez-y. Avec plaisir. Vas-y, la photo. Alors évidemment, Brasserie du Nord, région historique. Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci. C'est très bien. Voilà. Merci. En tout cas, Et bah oui, c'était important de passer par ici parce que voilà, le vin, la bière, mais les eaux minérales aussi, ils sont importants pour une bonne alimentation. Exactement, tout à fait. Il en faut pour tous les goûts. La limonade aussi, la bonne limonade française, produite chez nous. Bonne eau minérale. Merci beaucoup en tout cas d'aller à la rencontre. Donc c'est 2300 brasseries en France. Ça monte d'ailleurs. Exactement, pratiquement une création par jour. Donc on est un secteur très dynamique, un lien très fort avec l'amont agricole. Et puis fortement impacté par le Covid, et puisque c'est pratiquement 35% de notre chiffre d'affaires qui sont faits avec les cafés, hôtels, restaurants. Donc voilà, en tout cas, bienvenue dans ce secteur à la fois dynamique mais à préserver. C'est un peu le message faire passer pour continuer à valoriser les savoir-faire français de la bière, à la fois chez nous, et à la fois aussi dans le reste du monde. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Je suis élu d'une ville qui a sa propre brasserie, oui. qui fait de la bière avec de l'eau minérale. Ah ouais, non, nous, elle est plus. Mais non, ça me fait plaisir d'être là, comme à chaque fois. Voilà. Bon, écoutez, merci pour tout en tout cas. Merci à vous. Bon, gling. Et en plus, il y a beaucoup de céréales là-dedans. On n'a pas eu le temps, en fait. Ah, en fait. C'est naturel, c'est bien. Ouais. Exactement. Ça fait vraiment. Bien, Jean-Paul. Donc voilà, avec des très belles houblonnières aussi dans le nord de la France, parce qu'en fait c'est de l'orge, du houblon, de la levure et de l'eau là-bas. Sachez que à côté de chez moi, là où je fais mon footing, sur les haies, le long de la Scarpe, où je cours, le houblon sauvage pousse. Et quand il est frais, j'en récupère. Je le mets sur la table du salon, ça sent bon, c'est beau. J'en mets, je fais des infusions le soir avec, c'est excellent. Voilà. C'est très très bon. Ah non. Ah, c'est une plante incroyable. Ah ouais, c'est beau. Ouais. Je vous certifie de moi chez Médo. N'exagère pas non plus. On pensait que je suis un pochetron. Non, c'est très très bien. Bon, bah, écoutez, merci à vous. Pour tout, en tout cas. Et je vais essayer d'aller saluer Xavier Bertrand parce que je crois qu'il est en face. Je ne sais pas si c'est possible encore. Je sais pas. Solène. Xavier Bertrand, tu sais s'il est encore là? Il était avec Madame Pécresse et il va avancer. Ah ouais. Vous voulez qu'on... Non, c'est pas grave. Il revient demain. Je sais, mais je pourrais pas demain. Bien. C'est léger, chez ce.com. On est prévu normalement avec Solène, mais 5-10 minutes ensemble pour parler de chasse. Ça va être de la médiation, c'est-à-dire la chasse, on a un capitaine des candidats. Vous avez 5 à 10 minutes. Bonjour. Voilà. On va en parler. 10 minutes off. Très bien. Ouais, mais bon. Je peux partager avec quelqu'un? C'est du off à perche. Allez, parfait. Merci. Et maintenant, j'en fais une contribution ensemble. Bien. Non. Bah, vous êtes de où? On va laisser sa place. Et une autre. Les restaurateurs. Les restaurateurs, s'il y a les restaurateurs. Alors, vous représentez l'UMI? Non, le GNU. Voilà. Il faut l'amener. Je sais pas. On va en face. Bonjour. On a bien écouté votre point presse. J'ai une question très simple. Est-ce que cette guerre, elle rend le président de la République inattaquable? Excusez-moi, répétez. Est-ce que cette guerre... Elle rend le président de la République inattaquable? C'est pas le sujet.
je ne me pose pas la question de savoir s'il est attaquable ou pas. Je me pose la question de quelles initiatives la France peut prendre pour empêcher l'escalade et l'embrasement du conflit. Et donc, c'est pas ça la question qu'on doit se poser. Je ne me pose pas la question de savoir sous quel angle l'attaquer. Normalement, vous êtes dans une campagne, il y a des candidats, Emmanuel Macron est candidat, normalement vous l'attaquez, tous les candidats l'attaquent. Là, il n'y a plus d'attaque pour la République. Non, mais justement, changer de logiciel dans votre tête. Je ne suis pas dans un logiciel d'attaque, je suis dans un logiciel de présenter mon projet aux Français. Et j'appelle à ce que chaque candidat s'engage dans cette élection en présentant son projet. Certainement qu'il faut plus mettre l'accent là-dessus aujourd'hui. Présentons notre projet en matière de politique internationale, en matière de souveraineté énergétique, alimentaire. Soyons plus à présenter notre projet plutôt qu'à attaquer les autres. Vous n'avez pas peur d'être inaudible face à ce qui se passe en Ukraine? Ça, je pense que les Français sont très soucieux de savoir justement comment vont se passer les 5 prochaines années. Donc, non, je ne crains pas. Mais non, enfin, c'est dur à dire. Suis-moi. Par où? Ah, mais non, On va là-bas. On va dire bonjour. C'est par là. Et on marche sur les pieds de personne. C'est lui. C'est vrai, hein. Non, mais et puis d'assurer une belle perspective à la filière. Je vais aller voir un peut-être. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Faire une signature. Je vais dire. Venez, décalez-vous un petit peu. On va décaler monsieur par ici. On va bien tout fait. Voilà. J'ai fait 12. Ça permet que la communauté puisse se développer. Non, mais on va repasser les chercher. Attends. Électrique. Quand je parle du coût de l'électricité pour beaucoup de professions, je cite souvent. Et alors vous mettez quoi sur votre pain le matin? C'est pas mieux pour rien. Du Nutella. J'ai mis du chocolat. Du beurre, non? La farine, des œufs. Ça, c'est pour faire le pain. Vous avez fait du pain ce matin? Là, ils vont le faire là. Et vous allez faire du pain là? Oui. Ah d'accord. Ben, voilà. Comment ça se fait? C'est un beau métier boulanger. Hein. Ouais. C'est un ancien boulanger qui s'est reconverti à la politique. Moi aussi, j'arrive à faire mes pièces. Voilà, c'est parce qu'en fait, il faut le régler. Ah bah écoute, c'est trop petit. Ils sont trop petits. Voilà. Ça va là? Impeccable, c'est un peu petit quand même, mais bon. C'est un peu petit, mais on ne peut pas faire plus large. Allez, on va plus loin. On sort par là-bas. Non, on va sortir par là-bas. Par là-bas. Allez. Allez. Attention.